Or is he married? He's married. Okay. On nous a menti sur les films d'action. On nous a fait croire que pour être un héros, il fallait être invincible, n'avoir aucune peur, aucune faille, être un surhomme en quelque sorte. Mais le meilleur film d'action de tous les temps ne parle pas d'un surhomme, il parle d'un homme seul, au mauvais endroit, au mauvais moment. Magneto. Yeah, I'm still here. Unless you want to open the front door for me. Notre histoire prend place pendant un soir de décembre. Un flic de New York débarque à Los Angeles avec une seule idée en tête, passer le réveillon avec sa femme, avec qui il est un petit peu en froid. Il est fatigué, un peu dépassé et carrément paumé. Et il ne se doute absolument pas qu'en rentrant dans la tour Nakatomi Plaza, où se déroule un banal réveillon d'entreprise, il vient de mettre un pied dans un piège qui va lentement se refermer sur lui. Bon, déjà, John McClane n'a rien d'un surhomme. Et c'est précisément pour ça que ce film est différent. Pour la petite anecdote, les producteurs voulaient Stallone ou Schwarzenegger, des monstres du cinéma d'action, pour un film avec un héros indestructible. Mais parfois le destin fait bien les choses, et ils ont refusé ce rôle, qui a ensuite été accepté par Bruce Willis. Plus humain, plus ironique, son ton sarcastique, souvent improvisé, poussera même les scénaristes à réécrire des dialogues directement sur le plateau. Et sans le savoir, ils viennent de transformer un film d'action un peu trop sérieux en un monument culte du cinéma. Mais reprenons notre histoire. Il y a des nuits un peu spéciales dans la vie d'un homme, mais celle-là, personne ne pouvait la prévoir. Le décor est unique, la Nakatomi Plaza, une tour moderne, un symbole de réussite, une sorte de tour d'ivoire où on mange des petits fours sans se douter des problèmes qui peuvent se dérouler à l'extérieur. Et au milieu de tout ça, arrive un policier mal coiffé, même pas invité, qui vient juste voir sa femme après leur séparation, pour tenter de recoller les morceaux. Sauf que ce soir-là, il ne sera pas le seul intrus. Pendant qu'il s'isole pour téléphoner, un groupe de terroristes allemands prend le contrôle du bâtiment. Une prise d'otage d'une violence extrême, tellement réaliste, que pendant le tournage, des passants appellent la police en croyant à une vraie attaque. Mais alors résumons la situation. Dans la tour, il y a la femme qu'il aime, 12 assaillants armés avec un chef méthodique et froid. Le plan de son adversaire est bien rodé et il n'a absolument aucune aide extérieure. Il est véritablement coincé. Impossible pour lui de partir et de laisser sa femme. Mais il a un avantage immense sur la situation, c'est que les assaillants ne savent pas qu'il est présent dans la tour. Alors il observe tout, en silence, dans l'ombre, et il assiste choqué à l'exécution d'un homme qui va lui faire se rendre compte de l'ampleur des dégâts s'il n'arrive pas à contrer cette attaque. Et là, le film devient alors un véritable huis clos, une nuit sans échappatoire, un homme seul face au chaos. Et le plus fort dans tout ça, c'est que John McClane n'a aucune envie d'être un héros. C'est pas une mission, c'est pas un devoir patriotique, il est juste au mauvais endroit, il a juste pas de chance. C'est un mec qui est venu réparer son couple, et qui se retrouve en débardeur, pieds nus, sans armes, forcé de sauver des otages, avec pour seule arme son cerveau. Et là où les blockbusters habituels nous montrent des héros plus robots que humains, suréquipés, surarmés, surentraînés, ce qui a aussi son charme, faut le dire, ça fonctionnait bien à l'époque, c'est pas pour rien, et bah Die Hard, ou plutôt Piège de cristal, fait l'inverse. Un homme plein de failles, un équipement ridicule, très peu de chances d'y arriver finalement, de la peur, des erreurs, de la douleur. Ouais, c'est pendant cette scène que j'avais aucune envie d'être à sa place. Mais toutes ces raisons-là, c'est pour ça qu'on s'identifie au personnage. On se demande pas est-ce qu'il va gagner, mais qu'est-ce que je ferais à sa place. Mais John McClane a un problème. Et même plusieurs. Il est pas prêt, il est pas armé, il ne connaît pas le bâtiment, et il ne contrôle rien. En face, c'est tout l'inverse. Son ennemi, Hans Gruber, de son nom, magnifiquement interprété, n'est pas une brute, c'est un cerveau. Il a un plan à la minute près, chaque étage a une fonction, chaque homme a une mission, il sait ce qu'il fait. Et John, lui, il improvise complètement. Et avec ses quelques erreurs, son corps encaisse ce que son mental n'est pas encore capable d'accepter, il est complètement dépassé par la situation. Ah, attends. Il faut qu'on ajoute à ça un autre détail assez important. L'aide extérieure n'aide pas vraiment. Par la suite, la police est là, à l'extérieur. Les radios fonctionnent, les procédures sont en place. Mais rien n'est vraiment utile. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? On lui explique quoi faire depuis l'extérieur, depuis des bureaux éclairés au néon, alors que c'est lui qui est coincé dans la tour. Lui qui respire le même air que les preneurs d'otages. Lui qui porte littéralement la vie de plusieurs personnes sur ses épaules. Et plus les institutions parlent, plus on se rend compte d'une chose, toutes ces règles ne tiennent pas. Les protocoles ne rassurent personne. Les décisions sont trop lentes, trop propres, trop travaillées par rapport à la réalité terrain. John McClane comprend alors qu'il ne peut compter sur personne. Ni sur la hiérarchie, ni sur les renforts, ni sur un plan parfait qui viendrait le sauver. Et c'est à ce moment-là que la pression devient réelle. Pas la pression d'un entretien, pas la pression d'un PowerPoint raté devant des collègues qui n'écoutent déjà plus. Là, on est sur un autre niveau, on est sur une pression primitive, continue. Mais au lieu d'hurler et de perdre le contrôle total, il ironise sur sa situation. Il se voit comme un poissard, et pour le coup, on a tous passé meilleur Noël que ça. Donc je pense qu'il a pas tort. En bref, l'humour devient son dernier rempart. Pas pour faire le malin ou quoi que ce soit, juste pour ne pas sombrer. Même quand il n'y a personne pour rire, même quand personne ne l'entend, et c'est comme ça que naissent des scènes devenues cultes.
Au final, John McClane ne gagne pas parce qu'il avait un meilleur plan, loin de là. Il gagne parce qu'il a accepté le chaos, surtout face à un ennemi qui croit qu'il est capable de tout contrôler. John McClane, c'est un peu l'épine dans le pied d'Hans Gruber. Lorsque John avance ses cartes, il ne cherche jamais à dominer la situation, il s'adapte juste. Il cherche à tenir encore un peu plus. Et c'est là que tout le film bascule finalement. Parce que ce n'est plus une histoire de terroriste, ce n'est plus une histoire de prise d'otage, ce n'est même plus vraiment une histoire de héros. C'est l'histoire d'un système parfait qui se fissure à cause d'un homme imparfait. Et c'est peut-être pour ça que John McClane marque dans nos esprits. Il représente pas ce qu'on rêve d'être, comme beaucoup de héros de films d'action à l'époque, il représente ce qu'on est face à certaines situations de la vie. Les situations où tout s'effondre et où il faut tenir bon. Fatigué, en retard, pas prêt, mais encore debout. Et au fond, si ce film traverse encore les générations, ce n'est pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il nous chuchote quelque chose dans l'oreille. Il nous chuchote que dans la vraie vie, les plans parfaits existent surtout chez ceux qui n'ont jamais été pris au piège.